Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Difficile d'oublier ce qui s'est passé dans la capitale à l'hiver 2022, ce fameux convoi de la liberté qui a convergé vers Ottawa, qui a paralysé la colline parlementaire, un siège qui aura duré plusieurs semaines. On avait même installé un spa devant le Parlement, quand même, il faut le faire. Et là, Justin Trudeau avait fait énormément réagir en utilisant cette fameuse loi sur les mesures d'urgence. Ça avait été questionné. Est-ce qu'on devait absolument se rendre là où les mesures initialement prévues, comme par exemple juste que la police fasse sa job, est-ce que ça aurait été suffisant pour mettre fin à ce blocus-là? Là, la Cour fédérale a tranché en disant que le recours à cette loi, c'était illégal, déraisonnable et ça outrepassait ses pouvoirs législatifs. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Mathieu, le gouvernement Trudeau va contester ça, mais quand même, c'est un jugement qui est très, très fort de sens. Non, en fait, moi, je trouve que là, on entre au cœur, là, je veux pas me faire philosophe, mais on entre au cœur du politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Dans toutes les constitutions, quelles qu'elles soient, il existe une telle chose, une clause de l'état d'exception. Qu'est-ce que c'est l'état d'exception? C'est quand on considère que la situation dans une société est tellement déréglée, déborde tellement de partout, qu'il est nécessaire de suspendre l'ordre juridique ordinaire pour être capable de restaurer l'ordre et assurer le bien public élémentaire. Bon. Ça existe dans toutes les constitutions, c'est la loi d'exception. Ensuite, il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans, parce que qui décide si nous sommes, oui ou non, dans une situation d'exception? Par définition, aucune loi d'exception ne peut prévoir toutes les situations qui justifieraient que, ah ben oui, tout est programmé, là on peut utiliser cette loi-là, là où on ne peut pas. Donc il y a toujours une part d'arbitraire là-dedans. C'est inévitable, je dirais c'est dans la nature même de la chose, c'est dans la définition de la chose. Donc là, ça relève du bon jugement politique. Or là, ça nous ramène à Justin Trudeau dans les circonstances. Moi, la décision du juge, je trouve qu'après coup, c'est toujours facile, en fait, de savoir ce qu'on devait faire. Hein. Donc ça, j'ai quelques réserves. Mais en temps réel, faut pas oublier que des gens qui n'étaient pas que des fous s'inquiétaient de cette loi parce qu'on nous a dit les camionneurs, c'était grave. Puis effectivement, il y avait une collection de crinqués là-dedans. Il n'y avait pas que des crinqués, mais il y avait une collection de crinqués là-dedans qui rêvait de débarquer le gouvernement et ainsi de suite. OK, ça faisait partie du paysage. Mais j'aimerais seulement rappeler le contexte dans lequel on a vécu ça. C'est un contexte où des gouvernements en Occident, mais au Canada et au Québec en particulier, se donnaient le droit de suspendre l'activité sociale, l'activité économique, le droit des uns et des autres d'interagir les uns avec les autres. Un gouvernement s'est donné le droit de mettre une société en confinement pendant des mois, sinon pendant plus d'un an, plus que des mois, ça serait jugé déployé sur plusieurs années. Premier élément. Qui s'est permis, ça je donne toujours le même exemple, mais en janvier, au Québec, à moins 20, à moins 30, décréter un couvre-feu le soir. Non, mais le couvre-feu, à ce moment-là, dans l'année, on appelle ça la température. Donc là, c'est un gouvernement qui se permettait par ailleurs, et plus que ça, qui en appelait à la délation des uns des autres. Hein. On fallait regarder un peu si son voisin, il n'y avait pas 2-3 personnes de trop. À travers le rideau, là. Ben oui, puis là, on devenait tous des petits délateurs. Là. Tu sais, le bon citoyen, c'était le délateur. Alors, quand on a ça, quand on pense aux excès de la période pandémique, moi, je suis parfaitement prêt à dire que les camionneurs, il y avait une part d'excès indéniable là-dedans, et il y avait des excités et des crinqués. Mais je veux juste pas qu'on oublie l'autre dimension de tout ça, c'est que la gestion de la pandémie, je dis pas les premières semaines, les premiers mois, les 6 premiers mois, mettons, on savait pas. Moi, je reviens toujours sur ça. Les 6 premiers mois, on était dans une espèce de flou historique, de qu'est-ce qu'on a devant nous, et ainsi de suite. Mais après 6 mois, on commence à comprendre, en gros, qui sont les catégories les plus fragiles de la population. On commence à comprendre que c'est une question de système de santé. On commence à comprendre qu'il y a des nuances dans tout ça. Et là, au contraire, on a radicalisé le système. Puis il y avait, je me rappelle, les grands-messes de M. Legault, les conférences de presse, où chaque jour, en fait, la question qui venait d'une partie des médias, c'est pourquoi vous n'avez pas encore fermé ce domaine? Pourquoi vous n'avez pas encore confiné ce domaine d'activité? Pourquoi vous n'avez pas encore interdit ça? Donc, je repense à cette séquence et je me dis, la loi sur les mesures d'urgence, pensant aux camionneurs, était peut-être nécessairement, le politique a peut-être paniqué.
tout ça, moi, j'accepte la part d'appréciation subjective là-dedans, mais je veux qu'on se rappelle surtout de la folie du contexte dans son ensemble. Puis même, imaginons qu'on était favorable à l'utilisation de cette mesure. Imaginons. Eh bien, ça donnait quand même pas le droit, à mon avis, en soi, au gouvernement, par exemple, d'avoir accès aux comptes en banque, presque les fermer ou les geler. Geler les comptes en banque de ceux qui participaient à ça. Je m'excuse, mais on appelle ça de la persécution politique et financière contre des gens qui étaient dans une logique de dissidence. Donc moi, puis encore une fois, j'ai pas l'impression, mon tempérament me laisse croire que j'ai pas tant de choses en commun que ça avec nos amis les camionneurs qui se sont rassemblés à Ottawa. Mais l'idée de se donner le droit de geler les comptes en banque de ceux qui pensent pas comme nous, dans une situation comme celle-là, je trouve que ça nous montre comment partout en Occident aujourd'hui, parce que c'est pas exclusif au Canada, partout en Occident, on tend le pouvoir, l'État, le régime se donne de plus en plus le pouvoir de restreindre les libertés des citoyens qui ne pensent pas de la bonne manière. Alors, tu vois, je dis tout ça avec les nuances nécessaires parce que ensuite, je me remets dans la peau des gouvernements. S'ils ont vraiment l'impression d'avoir une insurrection devant eux, si on dit vraiment il y a une cache d'armes là, puis il y a une bande de crinqués, puis apparemment des milices américaines, bon, je comprends la réaction de panique. Je comprends aussi dans l'histoire de l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence au Canada, qui était la loi des mesures de guerre auparavant, de mémoire, le gouvernement sait aussi peser sur le bouton panique pour se donner des pleins pouvoirs pour être capable de résoudre un problème qui le dépasse. Ça, c'était le vrai en 1970. Puis manifestement, c'était peut-être vrai aussi au moment de la pandémie. Mais Mathieu, moi, mon interprétation aussi des choses, c'est si la police avait fait son travail, on n'en serait jamais arrivé là. Comment se fait-il, Mathieu, que dans les jours qui ont précédé tout ça, sur toutes les tribunes, là, incluant celle-ci, on disait attention, il y a un mouvement qui s'organise sur Internet, il y a un convoi de camionneurs qui se dirige vers la colline. On les a laissés s'installer un petit peu plus, là, puis les policiers venaient les aider. Là, ceux dans le spa, voulez-vous qu'on fasse un test de chlore pour vous brûler les faufounes? Ça n'a pas de sens. Si ça n'était pas arrivé, on n'en serait pas arrivé là. Ça, bon, ma petite hypothèse, que j'entends ce que tu dis, ma petite hypothèse là-dessus, moi, c'est que le Canada est un pays tellement pas habitué à de tels mouvements qu'il ne savait pas comment les gérer. Dire, le Canada, qu'est-ce que c'est? C'est, pour reprendre la formule d'RBO dans sa publicité sur Via Rail il y a 30 ans, hein, Canada a le plaisir incroyable de se coucher de bonne heure. Hein? C'est le pays où il ne se passe fondamentalement jamais rien. Où il se passe des choses, mais c'est dans le grand cours tranquille des choses ennuyantes. Et là, bang, on avait une espèce d'insurrection comme on n'en connaît pas vraiment au Canada, on n'en connaît pas vraiment au Québec. On était complètement déstabilisés devant ça. Puis là, effectivement, les pouvoirs publics ont fait preuve, sinon de manque de prévoyance, soit tout le moins d'incompétence. Mais on regarde ça au final, puis on se dit, derrière ce triste spectacle, il ne faut jamais oublier, puis ça, je pense, me note bien, c'est une obsession qui est la mienne, je ne m'attends pas à ce que ce soit partagé par tous, mais que le moment pandémique, c'est un moment dans notre société où on a constaté que nos sociétés étaient beaucoup plus prédisposées qu'on le pensait à une certaine forme d'autoritarisme. On ne croyait pas, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que nos sociétés soient aussi dociles en la matière. Je me souviens qu'on faisait d'ailleurs l'éloge des Québécois obéissants et tout ça. Hein, et moi, je pense à ça avec une forme d'inquiétude parce que puis je me mets dans le lot, hein, parce que sur le coup, on a tous eu une frousse terrible. Après ça, on se disait, les mesures, oui, il en faut, mais il en faut pas trop. Puis, et surtout, il faut qu'elles soient temporaires. Mais là, c'est un temporaire qui durait longtemps. Mais au final, si on regarde ça, peu importe quelle était notre position en temps réel, parce qu'on avait tous un peu l'esprit confus, ou à tout le moins, certains l'avaient plus que d'autres, on regarde ça. Puis moi, je pense que ça dit beaucoup sur la prédisposition à l'autoritarisme de nos sociétés. On leur disait pandémie, ben là, OK, pour sauver des vies, on va tout fermer. Moi, ce que je redoute, là, tu vas voir le lien, c'est que demain, il va y avoir d'autres dans nos sociétés, d'autres grands enjeux qui vont nous faire peur. La question climatique est devant nous. Elle est centrale, elle est majeure. Personne n'en conteste l'importance. Je redoute le jour où on va nous dire, parce que tout ça est grave, fondamental, ça, peut-être faudrait-il une part de confinement climatique. Peut-être faudrait-il une forme de passeport climatique. Je dis ça, là, on va dire, t'es conspirationniste, de côté. Pas du tout. Je me contente de reprendre des propos qui circulent dans l'espace public en Europe. Là. Ce sont des propositions qui existent déjà. L'idée où il va falloir peut-être prendre des mesures. D'ailleurs, au moment de la pandémie, on le disait, hein, on disait peut-être de telles mesures vont être nécessaires pour la suite des choses sur la question climatique. Donc, je vois tout ça. Je me dis ça doit être l'occasion de poser un regard critique sur ce que nous avons vécu pour en tirer toutes les leçons politiques.
Alors, délaissons un peu la scène fédérale pour s'attarder à ce qui se passe aussi en politique québécoise. C'est une grosse semaine. Là. On prépare la rentrée parlementaire. Mathieu, la CAQ est à Sherbrooke. Québec solidaire sera à Laval. Et les libéraux sont à Thetford Mines. Et là, on est toujours à la recherche d'un chef, Mathieu. Et là, l'ombre de Denis Coderre là, qui plane dans les corridors. Ouais, ben là, franchement, je me ferai bref sur ce sujet, mais je m'en serais voulu de ne pas l'aborder. C'est vraiment le sauveur. C'est vraiment ce qu'ils ont trouvé. Je veux dire, ils ont d'un côté Denis Coderre, qui serait le sauveur puis qui permettrait de relancer le Parti libéral. De l'autre, il y a le fils à Charest, qui veulent nous ressortir en disant apparemment être le fils de, c'est suffisant pour être désormais le chef de quelque chose. Et à la rigueur, il y a Marois Risky, qui est effectivement la candidate qui est la plus inspirante du lot. Mais Marois Risky, dans les circonstances, elle dit qu'elle est tentée seulement parce que Denis Coderre est tenté de lui-même. Il y a quelque chose là-dedans où on voit un parti, mais je comprends, ça veut dire que c'est un parti qui n'attire pas les grandes vocations politiques en ce moment, parce que tant que le Québec évoluera pas démographiquement tel que le souhaitent les libéraux, ben ils sont cantonnés à Montréal et à Laval. En fait, c'est le Parti libéral qui est devenu une espèce de gros parti égalité. Mais c'est drôle de les voir ensuite se présenter. Disons qu'ils manquent de sauveurs et ils nous présentent chacun de leurs candidats petits bras comme des sauveurs, c'est étonnant. En tout cas, Mathieu, quand le journaliste a posé la question à Marois Risky, vous avez pensé quoi du bilan de maire de Montréal, de Denis Coderre? J'ai rarement vu quelqu'un rire à ce point-là dans un point de presse, moi. Mais je pense qu'on peut partager le rire à condition de rire aussi du bilan de Valérie Plante. Oui, il y a quand même matière. Tu veux réagir à un texte signé de Régis Labaume qui était titré « En attendant un autre Godin ». Ça t'a interpellé? Ouais, parce que franchement, Labaume, qui était un bon maire de Québec lorsqu'il l'était, là, il s'est fait une spécialité dans ses chroniques dans la presse de traiter les Québécois de racistes à demi-mot, ou quelquefois très clairement. Ah oui? En 2020, il avait fait un papier, moi je trouve, ben oui, parce qu'il ne cesse de dire, je résume la chose, son propos est le suivant, les Québécois prennent conscience qu'effectivement, les francophones, à cause de l'immigration, vont devenir, un jour, seront plus assez nombreux au Québec pour élire les gouvernements, ce qui, dans n'importe quel pays du monde, serait une inquiétude. Si on disait les Italiens seront plus assez nombreux pour élire leur propre gouvernement, les Danois, les Suédois, tout le monde paniquerait. Labaume voit ça pour le Québec, mais il dit tout ça, ça va réveiller du racisme chez les Québécois. Puis lui, ce qui l'inquiète, c'est pas la dépossession électorale et démographique à venir des Québécois francophones, c'est qu'il dit que ça va provoquer du racisme. Puis on comprend à le lire que la définition qu'il a du racisme est de plus en plus large. Et là, on voit son propos sur le débat actuel sur l'immigration, puis plutôt que de s'inquiéter de seuils qui dépassent nos capacités d'accueil, il dit qu'il voit des métastases racistes partout dans notre société. Je pense que Régis Labaume devrait prendre une camomille en la matière et devrait cesser d'accuser à demi-mot ou clairement les Québécois francophones de racisme, comme il en a la tentation trop souvent, ou alors il attaque les partis nationalistes en les accusant eux aussi de racisme. Je trouve que ce type d'accusation de la part d'un ancien maire de Québec, qui est une figure politique importante de notre histoire récente, je trouve que ces accusations à répétition en disent beaucoup plus sur ses propres frayeurs et son désir à tout prix d'appartenir à l'élite mondaine qu'il espère rejoindre ou qu'il a rejoint, davantage qu'une lucidité sur l'évolution démographique et politique du Québec. Mathieu, je te cède l'antenne. Bon épisode. Merci.